Comment la France prépare aujourd'hui sa forêt, ses forêts, à un avenir incertain. Sur place, il rencontre Raphaël Kiffer, agent de l'ONF, l'organisme d'État chargé de la gestion des forêts publiques. Ces dernières représentent un quart de la surface totale forestière française. Ici, la totalité des arbres sont morts. On est sur une forêt d'épicéas qui ont été attaqués par un insecte, le scolite. Je suis en poste depuis 2015 et clairement, les premières grosses attaques de scolite qu'on a eues ont eu lieu en 2017 à peu près et ça n'a pas arrêté, ça n'a fait qu'augmenter depuis. Et comment on l'explique? Principalement par le réchauffement climatique, une amélioration de leurs conditions de vie. Ce sont des insectes qui faisaient parfois un cycle de reproduction par an. Aujourd'hui, on peut avoir 3-4 cycles de reproduction. Donc la population augmente et on a plus d'insectes. Et comme ces insectes se nourrissent de l'arbre, ils vont forcément avoir besoin de manger plus d'arbres, donc de détruire et de tuer plus d'arbres. L'épicéa en plaine, ça a été une erreur. On l'a introduit pas mal à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on voulait produire plus de pâte à papier. Et en gros, on a introduit une essence qui normalement pousse en altitude. On l'a ramenée en plaine. En plaine, il fait beaucoup plus chaud, donc elle pousse pendant plus longtemps. On a des rendements en volume qui sont énormes. L'inconvénient, c'est qu'il est vachement plus sensible au fait qu'il y a des étés secs. À l'époque où ça a été fait, on n'avait pas connaissance de ça? On était trop sensible à la production matière. L'indicateur, c'était il fallait que la forêt produise des mètres cubes. Sans prendre en compte les risques de cette production, on a planté des surfaces qui nous posent problème à l'heure actuelle. Il y a eu quelque chose qui a été fait à une époque. Moi, je ne jette pas la pierre aux prédécesseurs. Par contre, charge à nous de tirer les leçons de cette erreur. Aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un constat d'échec. On en a à combien d'hectares scolités et coupés dans cette forêt domaniale? Là, on va atteindre les 150, 170 hectares d'un seul tenant coupé à blanc. Ça représente un hectare, c'est un terrain de football, donc là on est à plus de 150 terrains de football d'un seul tenant. Aujourd'hui, il y a une partie de la filière qui souhaite utiliser cette opportunité, puisqu'on rase les forêts et qu'on doit les reconstruire, pour reconstruire des forêts de production, pour industrialiser le milieu naturel forestier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des soucis sanitaires sur toutes nos essences principales. Donc, on est amené à déboiser énormément de surface sous couvert de crise sanitaire. Et du coup, la forêt française arrive à un carrefour. Il y a une décision à prendre. Il y a un choix, une orientation en termes de politique forestière à faire. Est-ce que l'on choisit de ne pas faire confiance à la nature et de dire l'être humain va intervenir parce que la nature va être mise en échec par le changement climatique? Ou est-ce qu'on choisit de se dire faisons confiance à la nature? Elle va trouver les moyens, la nature, de réagir. Peut-être qu'on ne les connaît pas encore tout de suite, mais du coup, le métier de forestier s'intégrera parfaitement dans une mission d'observation, d'étude, d'inventaire, de diagnostic pour comprendre ces phénomènes naturels qui vont se mettre en place et chercher le plus possible à les imiter. Il y a une confrontation sur ces deux visions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 3/4 de la forêt française appartient à des propriétaires privés. Ceux qui veulent tirer profit de leurs parcelles confient leur exploitation à des coopératives et des gestionnaires. Ils planifient la récolte du bois et valorisent la matière première. Bonjour Monsieur Viéban. Bonjour. Vous représentez Alliance Forêt Bois, la plus importante coopérative forestière de France. Vous représentez combien d'adhérents? Donc on regroupe 40 000 adhérents qui sont propriétaires effectivement des Pyrénées jusqu'à la Seine
Mais en fait, c'est tout type d'adhérents. Vous avez des propriétaires qui habitent à côté de leur forêt, des propriétaires qui habitent très loin, des petites surfaces, des plus grandes surfaces. Donc nous, on est chargé de répondre à leurs attentes et à leurs demandes. Voilà. Donc on va leur dire, écoutez, on va planter plutôt telle espèce parce que vu les évolutions, effectivement, avant, il y avait du hêtre, mais du hêtre, il va disparaître, il ne sera plus adapté, donc on va vous proposer d'autres solutions. Nous, on va leur proposer des choses techniques, mais il faut bien comprendre qu'au bout du bout, celui qui en a à la fois la responsabilité et le gardiennage, je dirais, de la forêt, c'est le propriétaire forestier. Les coopératives ont été créées suite à une demande de la Fédération des propriétaires forestiers pour faire un peu ce qui se passait dans le monde agricole. Vous savez qu'en forêt privée, il y a à peu près 3,5 millions de propriétés. Avec beaucoup de toutes petites propriétés, il y a 2,4 millions, c'est des propriétés qui ont moins de 1 hectare. Donc on dit souvent que la forêt française est très morcelée, c'est vrai. Et en même temps, vous avez aussi en forêt privée des gros propriétaires. Donc il y avait ce besoin à la fois il y avait des gens qui déjà aidaient les gros propriétaires, mais il y avait aussi ce besoin d'essayer d'animer la petite propriété. Le petit souci à l'heure actuelle, c'est que les coopératives, elles ont, il me semble, à mon avis, déjà un peu oublié cet objectif, puisque elles se sont regroupées, elles sont devenues de plus en plus grosses et l'animation de la petite propriété, elle a été un petit peu mise de côté, quoi. Elles ont une logique industrielle souvent et c'est plus vraiment leur priorité. Ouais. Le problème de la forêt française, c'est pas sa surexploitation, c'est sa sous-exploitation. La forêt française croît à peu près de 90 millions de mètres cubes par an, on en récolte à peine 60. Donc il y a 30 millions de mètres cubes de plus par an dans les forêts françaises. Il n'y a jamais eu autant de bois sur pied depuis 2, 3, 4, 5 siècles en forêt française. L'enjeu majeur qui est devant nous, c'est le changement climatique. Je dirais que la forêt française n'a jamais autant besoin de l'homme que dans les 50 prochaines années. La forêt française ne pourrait pas réagir au changement climatique qui va beaucoup trop vite pour qu'elle s'adapte naturellement. Il va falloir qu'on intervienne pour l'aider à s'adapter à ce climat qu'on nous annonce de demain. On est dans l'action, là. Et dans l'action, la réflexion et dans les investissements. On investit dans nos pépinières, on investit dans des vergers à graines qui vont fournir les arbres qui vont être adaptés au changement climatique. On est dans l'action, on n'est pas dans la contemplation. Cette notion d'urgence, de risque, par exemple, par rapport au changement climatique, il faut relativiser par rapport à ça. Il y a souvent un argument qui est de dire qu'il faut tout changer parce que si on ne s'y prend pas maintenant, demain, ça sera trop tard. Cette inquiétude, elle ne doit pas servir de prétexte à une augmentation de l'artificialisation de la forêt. Vous entendez par là une vision simpliste, tout enlever, repartir à zéro en pensant que ce sera mieux plus tard? Ouais, trouver une essence, c'est ça, oui. Cette fameuse essence miracle qui sera adaptée au climat futur, tout en étant adaptée à tous les climats qui vont intervenir avant d'arriver au climat futur, qui va être bien adaptée à l'introduction de l'écosystème, qui ne va pas trop perturber l'écosystème. Cette fameuse essence miracle que tout le monde cherche, qui n'a pas de sens, quoi. Ouais, mais du coup, on est toujours dans une logique de rentabilité extrême. Oui, et une logique aussi où le sol est décaissé et à chaque fois, on recommence à zéro. C'est vraiment la logique d'une plantation, quoi. Même si eux appellent ça une forêt. Oui, alors en fait, on est clairement dans la logique agricole. Ces dernières années, des voix s'élèvent contre les pratiques des grands acteurs de la filière, considérées comme trop industrielles et nocives pour l'environnement. La coupe rase est particulièrement ciblée. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la société autour d'une pratique, c'est ce qu'on appelle la coupe rase ou la coupe à blanc. À quoi ça sert une coupe rase quand on fait de la forêt de production ? Quel est l'intérêt de cette pratique forestière ? Le premier intérêt, c'est qu'on va couper l'ensemble des arbres parce que c'est un peuplement qui est homogène et tous les arbres vont avoir le même âge et ils arrivent à maturité en même temps. Donc comme ils arrivent à maturité en même temps, on les récolte, puisque la coupe rase c'est bien une récolte en même temps, mais ça va varier aussi suivant les essences. Sur le pin maritime par exemple, quelle est la question ? Pourquoi est-ce qu'on fait une coupe rase ? Parce que c'est une essence de lumière et mettre en place des jeunes peuplements à l'ombre des peuplements plus anciens, eh bien, ils ne pourraient pas pousser. Donc ils ont besoin de cette lumière pour croître et donc on passe par les coupes rases. Si on ne récolte pas par bloc ici le massif des Landes de Gascogne, on a une rupture des produits issus du pain maritime. On peut citer les emballages et médicaments, tout ce qui est carton, etc. Et donc deux possibilités. Soit on réduit tous notre consommation, on arrête les commandes sur Internet, on arrête les envois, etc., carton autre, on les diminue amplement, ou soit on accepte ce mode de gestion en se disant que finalement la coupe rase,
c'est ponctuel. Et après, on met en place des nouveaux peuplements qui, eux, bénéficient d'une sylviculture moderne, voire de l'amélioration génétique, puisque les nouveaux plants qui sont mis en place après la coupe rase sont souvent des plants qui sont améliorés génétiquement. Je n'ai pas dit OGM, j'ai bien dit améliorés génétiquement, c'est-à-dire croisement de parents qui ont un certain nombre de caractéristiques. Un peu de la sélection comme on fait en milieu agricole, par exemple, avec les bêtes. Exactement. Cette approche intensive de la gestion forestière semble avoir suscité la colère d'une partie de la population. Les citoyens s'emparent du sujet de la forêt et des alternatives sylvicoles fleurissent partout en France. Parmi celles-ci, le groupement forestier écologique Avenir Forêt, géré par Suzanne Braun, ingénieure des eaux et forêts. Elle pratique et défend la sylviculture continue, appelée aussi futaie irrégulière. Dans ces parcelles, pas de coupe rase pour replanter des arbres, améliorés génétiquement. Elle effectue des éclaircies ponctuelles pour permettre aux arbres prometteurs de recevoir la lumière nécessaire à leur développement. Suzanne organise régulièrement des visites dans ces parcelles pour faire découvrir son approche. Je sais pas ce que c'est. Nous, quand on a acheté, on se disait, bon, on enrichit un peu, on a pris des sauvageons. Les sauvageons, c'est des plants sauvages de régénération naturelle qu'on a trouvés à côté. Donc on a déplacé des hêtres, on a déplacé des épicéas, on a déterré des sapins pectinés. On a fait nos tests d'enrichissement, ça a plus ou moins marché. Et après, on a laissé tomber parce que l'entretien, c'est quand même du temps et de l'argent. Et on voit, au bout de 7 ans, qu'il y a la nature qui a mieux fait mon job, on va dire, parce que les hêtres autour, c'est des arbres semenciers qui ont semé et qui ont recolonisé par milliers. Moi, si je devrais mettre l'argent pour planter tout ça, ça me coûterait trop d'argent. Donc là, c'est la nature qui a fait le travail à ma place. Moi, j'ai qu'à attendre et intervenir au bon moment pour faire du sélectif et favoriser les plus belles tiges. Ça, c'est... Donc tu gardes une envie dans la gestion. Il y a quand même un intérêt économique qui reste, c'est-à-dire on garde des belles tiges pour pouvoir potentiellement les valoriser dans 50, 60, 100 ans. Notre affaire ou notre projet, c'est quand même avec un objectif économique derrière. Mais il faut que ça soit durable avec le fonctionnement de la nature. Et c'est là où moi je vois un impasse dans le traitement classique de la filière où ça aboutit en coupe rase parce que ça demande trop d'apport d'énergie par l'homme. Tandis que dans un système forestier normal, on n'a pas cet effort à faire. C'est ça l'intérêt de jouer avec ce qu'on voit, avec ce qui marche et pas le détruire pour mettre encore plus d'efforts et plus de moyens financiers pour peut-être échouer au bout de 20 ans. Moi, je ne prendrais pas ce risque. Futaie irrégulière, ça existe depuis des siècles en Suisse, en Allemagne. Donc je n'ai pas inventé la roue, j'applique ce qui me semble du bon sens. La sylviculture à couvert continu, son principe, c'est une approche par arbre. Il y a différents types de sylviculture, on peut les regrouper en 2 gros paquets. Celles qui ont une approche par arbre et celles qui ont une approche par surface. Quand vous avez une approche par arbre, vous décidez arbre par arbre. Donc vous êtes beaucoup plus dans la variabilité. Ce qui caractérise un écosystème, c'est la variabilité des essences, des qualités, des dimensions, des capacités de réaction. Elle a une bonne variété, je trouve, ta forêt ici. Ah ouais, elle est magnifique. Il ne faut pas oublier que souvent, un faible pourcentage de volume assure l'essentiel de la récolte financière d'une propriété. C'est-à-dire qu'il suffit de bien choisir quels arbres, ceux-là, on va leur donner une fonction financière importante. Et puis à côté, les autres ont des tas d'autres fonctions. Les mélanges d'essences, c'est bon pour la régénération d'autres essences. Il y a des tas de choses qui se passent en forêt que l'on pourrait utiliser. Et quand on fait ça, on n'a pas besoin que tous les arbres jouent le même rôle. Et puis, si vous gérez par arbre, c'est plus facile, vous vous trompez, c'est plus facile à cicatriser. Vous voyez, vous avez fait un choix, mais qui est local. Quand vous gérez par surface, vous faites des choix qui sont beaucoup plus, qui vous engagent beaucoup plus fort, quoi. Là, par exemple, on a eu des années un peu compliquées, 2018, 2019, 2020, des années chaudes. Supposons que vous ayez planté des arbres en 2018. Les jeunes plants, vous êtes obligé de les replanter 100%. Vous êtes obligé de recommencer le boulot. Donc vous l'avez fait en 2018, vous le refaites en 2019, vous le refaites en 2020. Vous voyez, vous augmentez les problèmes, quoi. Si vous avez introduit quelques plants dans une forêt, il y a cette fonction microclimatique, cette humidité relative qui fait que les jeunes, ils vont plus facilement supporter des années un peu difficiles. Ce que je trouve super important, c'est que chaque
propriétaire forestier doit avoir le choix sylvicole. Et actuellement, moi, je vois un peu ce manque d'informations parce que souvent, c'est l'itinéraire classique qui est promulgué. Je comprends justement cette difficulté qu'ont certains propriétaires qui pensent avoir bien agi parce qu'on leur avait conseillé de suivre l'itinéraire classique, de planter 100 hectares ou 50 hectares d'épicéas. Et maintenant, ils se voient attaqués par des associations ou par des gens tout à fait normaux en disant « Ah, vous faites des dégâts, vous détruisez la forêt, vous faites des coupes rases », tandis qu'eux, ils pensaient bien faire. Et clairement, il faut qu'à nos jours, les propriétaires ils s'intéressent mieux aux différentes possibilités sylvicoles qu'il y a, parce qu'il y a de tout actuellement en France. Il y a des initiatives qui se créent, il y a des groupements forestiers écologiques comme le nôtre qui commencent à émerger. Il faut qu'il y ait des dialogues et il faut qu'il y ait des collaborations qui doivent se créer. Et pas faire que avec le savoir agricole, parce que souvent en forêt ça a échoué jusqu'à présent.